Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Celui-ci nous plonge dans un univers futuriste pas si lointain avec iRobot d'Isaac Asimov. Nous sommes en 2057 et le docteur Suzanne Calvin, 75 ans, prend sa retraite du laboratoire où elle a travaillé toute sa vie d'adulte en tant que robot psychologue. Une journaliste vient alors l'interviewer sur son passage dans l'entreprise et Suzanne nous raconte une série d'histoires qui retracent son expérience avec les robots au fil du temps, soulignant à quel point elle considère les robots comme meilleurs que les humains. Nous ferons un résumé par chapitre, puis nous passerons en revue les personnages principaux avant de répondre aux principales questions suscitées par le livre. Tout d'abord, avant de commencer, rappelons qu'Isaac Asimov n'a pas écrit un roman typique, mais plutôt plusieurs histoires dans lesquelles il pose des dilemmes éthiques sur la coexistence entre les humains et les robots. Dans le chapitre d'introduction, le narrateur, on ne sait pas vraiment qui il est, nous dit que le personnage principal des différentes histoires sera Suzanne Calvin. Cette femme est une spécialiste de la psychologie des robots qui travaille chez US Robots, l'une des plus importantes entreprises de technologie et de robotique au monde. On nous présente également les 3 lois de la robotique qui régissent la programmation logicielle de tous les robots. Petit 1, un robot ne doit pas nuire à un être humain, ni ne permettre qu'un humain ne soit lésé par son inaction. Petit 2, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf lorsque ces ordres sont en opposition avec la première loi. Et petit 3, un robot doit protéger sa propre existence, dans la mesure où cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. L'objectif du roman, divisé en 9 nouvelles, est de poser des situations dans lesquelles ces lois pourraient être enfreintes. Au premier chapitre, nous rencontrons Robbie, un robot nanny. Il a été chargé de s'occuper de Gloria, une petite fille de 8 ans avec laquelle il ne peut pas parler parce qu'il n'en a malheureusement pas la capacité. Malgré tout, le robot serait prêt à donner sa vie pour la petite fille. La mère de la fillette, pourtant, se méfie du fait que sa fille soit prise en charge par une création automatisée. Elle convainc donc son mari de se débarrasser de Robbie, ce qui provoque une grande tristesse chez Gloria, qui avait développé une grande affection pour le robot. Alors la petite Gloria est déterminée à retrouver sa nounou pour pouvoir à nouveau jouer avec elle. Le père se sent mal également d'avoir jeté Robbie dehors, alors il s'arrange secrètement pour le rencontrer sur une chaîne de montage. Une fois sur place, Gloria est presque écrasée mais Robbie la sauve au dernier moment, ce qui incite la mère à briser ses préjugés sur l'avenir, les robots et la technologie. C'est ce que l'auteur appelle le complexe de Frankenstein. Et finalement, Robbie peut reprendre son travail de nounou. Au chapitre 2, 2 astronautes, Powell et Donovan, sont en mission sur la planète Mercure. À un moment donné, ils doivent transmettre une mission urgente au robot Speedy, caractérisé par sa vitesse supérieure à celle de toutes les automobiles. Il lui faut aller chercher du sélénium dans un champ voisin, mais en raison d'une erreur dans l'énoncé des ordres, un conflit se produit entre les lois 2 et 3, des lois de la robotique. Speedy tourne alors en rond, sans être capable de résoudre quoi que ce soit. Heureusement, Powell et Donovan ont les connaissances et les compétences nécessaires pour assembler des robots un peu plus vieux et plus lents. Avec eux, ils parviennent à atteindre Speedy malgré les conditions défavorables sur la planète Mercure. Ils tentent de convaincre le robot de compléter la mission, et Speedy finit par répondre. Il a détecté un risque de mort de ses propriétaires, et la première loi l'emporte sur toutes les autres. Powell et Donovan sont à nouveau les vedettes du chapitre suivant. Cette fois, les 2 astronautes sont responsables d'une station spatiale où ils reçoivent une cargaison de robots. L'un d'eux, surnommé Cutie, reçoit encore son logiciel de programmation. Il n'est pas complètement installé et il présente un caractère curieux et réfléchi car il ne sait pas encore tout. Par exemple, il ne reconnaît pas encore les humains comme ses créateurs. À travers Cutie, Asimov nous emmène en voyage à travers certaines des idées philosophiques que l'on retrouve dans le monde de Sophia, de Josh Steingarder. Cutie en effet n'applique pas la logique. Son discours parodie celui des religions. Par exemple, il croit être une créature de Dieu et ne fait pas confiance aux explications rationnelles sur l'origine du monde ou des étoiles. L'attitude interrogative de Cutie dépeint sur le reste des robots, qui commencent à se comporter comme s'ils faisaient partie d'un culte. Et il traite les humains comme des animaux de compagnie, et non pas comme des maîtres. Lors d'une tempête d'électrons, il devient essentiel pour la station spatiale d'envoyer un faisceau particulier pour alimenter la Terre. Si ce n'est pas le cas, la planète pourrait être détruite. Mais les astronautes ont peur de laisser Cutie envoyer le faisceau, car ils ne lui font pas confiance. Cependant, il le fait parfaitement, et il réussit à sauver la Terre, prouvant ainsi que malgré les apparences, il respecte toujours les 3 lois de la robotique. Et les astronautes Powell et Donovan se retrouvent à nouveau au chapitre 4. Ils sont cette fois chargés d'une production minière exploitée par des robots. Lorsque des humains les surveillent, leur travail est parfait. Mais la nuit, lorsque personne ne les observe, des erreurs se produisent que même Dave, le robot principal, est incapable d'expliquer.
Powell et Donovan décident alors d'étudier le cerveau de ces robots et de les espionner par le biais de moniteurs pour voir quelle est la cause de la faible production. Ils découvrent que leur comportement est effectivement étrange. La nuit, ils se livrent à une sorte de répétition de danse. Lorsqu'ils décident de poursuivre leurs investigations, en allant cette fois directement dans les tunnels, ils ont un accident et se retrouvent piégés. Ils font alors appel aux robots pour les sauver et ils se rendent compte que les danses étaient un moyen pour Dave de reprendre le contrôle de son équipe de robots et de gérer la nervosité d'être enfermé dans une mine. Au chapitre 5, la création d'un robot appelé Herbie suscite l'inquiétude. Il semble qu'il puisse lire les esprits de ses interlocuteurs. L'enquête visant à déterminer si cela est vrai implique le chef de la société US Robots, Lanning, et son numéro 2, Bogert, ainsi que Susan Calvin, une experte en psychologie et en robots. Au fil de l'échange entre les trois et le robot, nous nous rendons compte qu'Herbie ne lit pas les pensées en tant que telles. Il est plutôt capable d'accéder aux aspirations et aux désirs secrets des gens. La psychologue comprend alors ce que fait le robot et décide de l'interroger. Elle parvient à lui faire avouer qu'il le fait pour son propre bien. Selon la première loi de la robotique, en effet, le robot a pour mission de toujours protéger les humains. Et Herbie le fait d'une certaine manière dans la mesure où il dit ce que tout le monde veut entendre afin de ne pas faire de mal et de rendre tout le monde heureux. La conclusion, c'est que la loi ne fait pas de distinction entre le désir et la vérité, ce qui crée un paradoxe. Au chapitre 6, la présence de plusieurs spécialistes d'US Robots est requise lorsqu'un robot parvient à s'échapper puis à se camoufler au sein du groupe de robots Nestor. Susan Calvin est également appelée. Elle participe à l'enquête avec le directeur Bogert et le général Kallner. Ce dernier avoue que les lois de la robotique ont été légèrement modifiées dans les modèles Nestor. Leur mission comportait un petit risque pour les humains que les robots devaient contourner afin d'accomplir leur travail. En d'autres termes, les robots n'ont toujours pas le droit de nuire aux humains, mais il leur est possible de ne pas agir au cas où l'un d'eux serait lésé par un facteur étranger. Le robot semble d'ailleurs être au courant qu'on cherche à le détruire. Au cours de l'enquête, il s'enfuit après avoir été insulté par un opérateur. Calvin décide alors de mener une série d'interrogatoires et de tests peu révélateurs pour retrouver le fugitif. Lors de ces tests, elle simule des situations dans lesquelles les humains et les robots sont en danger. Elle se rend alors compte qu'il y en a un qui développe un véritable complexe de supériorité. Cela le rend plus violent et le pousse à se croire meilleur que les humains. Sachant cela, l'équipe détruit l'ensemble des prototypes pour éviter de nouvelles erreurs. Au chapitre 7, nous avons 2 entreprises de robotique, dont US Robots, qui sont engagées dans un pari dans lequel elles devront prouver qui possède l'intelligence artificielle la plus puissante et est capable de concevoir un vaisseau pouvant effectuer un voyage en hyperespace. US Robots confie la mission à Cerebro, une méga machine qui accomplit la tâche en quelques jours. Le problème, c'est que lorsque 2 astronautes viennent vérifier ce à quoi ressemble le vaisseau, celui-ci les détourne et les lance dans l'espace. Le vaisseau n'est pas du tout confortable. Les astronautes, lors de leur voyage en hyperespace, doivent être nourris uniquement de haricots et de lait. Cerebro reste cependant fidèle à la première loi, en parvenant à réanimer les astronautes morts pendant quelques secondes au moment du décollage. Au chapitre 8, nous rencontrons Steven Birley, un robot qui rivalise avec des humains en prétendant en être un. Il candidate pour le poste de procureur et réussit. Une seule personne doute de lui. Mais lorsque Susan Calvin vient vérifier s'il s'agit ou non d'un être artificiel, elle conclut qu'il n'en est pas un. Sa tromperie est telle qu'il enfreint même en apparence la loi de la robotique en frappant un adversaire lors d'un débat politique. Cependant, nous découvrons que l'adversaire était en fait un robot lui aussi, se faisant passer pour un humain. Birley parvient à ses fins et s'élève au sommet des sphères politiques. Nous découvrons que Calvin a finalement compris qu'il était un robot, mais puisqu'il est un bon dirigeant, elle préfère ne pas y toucher. La psychologue en conclut que les 3 lois de la robotique devraient réellement être les préceptes par lesquels tout système politique dans le monde devrait être guidé. Et finalement, au 9e et dernier chapitre, le désormais président planétaire Birley convoque la psychologue Susan Calvin pour lui parler d'un sujet préoccupant. L'économie mondiale est en danger par l'action de machines à intelligence artificielle. D'après ses investigations, il existe un groupe anti-robot qui introduirait de fausses données dans le système afin qu'il se dérègle et que l'économie en souffre. Birley a déjà rencontré d'autres présidents pour essayer de trouver un accord et tenter de mettre hors la loi ce groupe anti-robot. Mais Calvin le dissuade et lui fait comprendre que ce conflit homme-machine est déjà prévu par les machines elles-mêmes et que, suivant la première loi de la robotique, elles feront tout pour réparer les erreurs économiques qui pourraient mettre les humains en danger ou provoquer une guerre. Birley lui rappelle que les machines n'ont pas pu expliquer ces défaillances. Il ne sait donc pas si on peut leur faire confiance. Calvin estime cependant que les robots pourraient très bien savoir ce dont il s'agit. Selon elle, il est possible qu'ils préfèrent ne rien dire aux humains afin de les protéger.
Et cela nous fait réfléchir, en tant qu'humains, sur la façon dont, dans notre présent, les politiciens nous cachent parfois des informations. Les débats aboutissent à des impasses parce que personne ne veut en dire plus. Les enquêtes sur la corruption ne sont pas menées à leur terme. Qu'il y ait des machines ou non, notre obligation en tant qu'humain sera toujours de douter. Et c'est ici que se termine le recueil. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de constater que l'auteur, à l'époque, l'a contextualisé dans un futur lointain pour lui, mais qui est au fil du temps devenu presque notre présent. Par conséquent, les dilemmes et les conflits auxquels les personnages sont confrontés sont ceux auxquels les scientifiques sont probablement confrontés aujourd'hui. Le message qu'Asimov nous laisse est que, en tant que société, nous devons tout remettre en question et essayer de comprendre la situation dans son ensemble. iRobot est l'occasion de lire une dystopie et une œuvre de science-fiction qui a merveilleusement bien vieilli, au point même de se rapprocher d'une fiction réaliste, comme peut l'être le roman 1984 de George Orwell par exemple. L'objectif de ces 3 lois de la robotique est d'assurer un développement technologique approprié des robots, assurant ainsi une bonne coexistence avec les humains. Elles fonctionnent comme un code de conduite pour protéger les humains des machines. Un robot qui violerait ou enfreindrait une ou plusieurs des 3 lois de la robotique serait automatiquement autodétruit. Finalement, Isaac Asimov a eu une influence considérable sur la littérature, mais aussi sur la robotique. Son intention était d'envisager une réalité dans laquelle les robots n'étaient pas craints. Au lieu de cela, il voulait qu'ils soient considérés comme des machines intelligentes, mais toujours au service des humains. Il a étudié des dilemmes qui, bien qu'ils n'aient pas été rencontrés et relèvent de la science-fiction, ont montré que cela était possible. En un mot, il a normalisé la relation entre les robots et les humains et défini les lois les plus importantes. Il faut rappeler qu'Isaac Asimov était un auteur russe, mais aussi un professeur de biochimie. Il a fait partie du Big Three, un groupe d'écrivains qui ont triomphé dans le domaine de la science et de la littérature. C'est bien sûr dans ce second domaine qu'il rencontrera le plus grand succès, sans aucun doute avec iRobot, qui reste sa compilation la plus célèbre avec certaines de ses histoires les plus mémorables. Il est cependant à l'origine d'autres écrits qui ont eux aussi été salués par la critique, avec le prix Hugo ou le prix Nebula par exemple. Lorsque nous prenons un peu de recul pour regarder son œuvre dans son ensemble, nous pouvons constater la place centrale de la robotique. Un travail remarquable, surtout si l'on considère que dans la seconde moitié du XXe siècle, lorsque Asimov a publié ses travaux, le mot robotique n'était que peu utilisé. Dans le domaine scientifique, il aura également apporté de grandes contributions en soulevant des dilemmes éthiques sur les avancées. En outre, il a écrit les fameuses 3 lois de la robotique dont nous avons parlé, qui devraient être suivies dans la technologie et appliquées à d'autres domaines. D'autre part, dans de nombreux articles et dans ses romans, il a fait un grand travail de diffusion scientifique. Dans une publication, il a même prédit certains aspects de ce que serait le monde en 2014. Et il a eu raison, en partie, en évoquant par exemple une voiture conduite par un cerveau robotique. Et c'est tout pour cet épisode consacré à l'ouvrage iRobot d'Isaac Asimov. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.